Bon, il faut savoir que Dracula n'est pas le premier vampire dont on parle au cinéma, puisqu'en 1896, un an avant l'apparition du roman de Bram Stoker, Georges Méliès sort un film qui s'appelle Les Spectres ou Le Manoir du Diable, et qui est une sorte de rétrospective euh, sur les monstres qui traversent les superstitions à la fin du 19e siècle. Et on parle et à un moment, on nous montre toutes les phases, on montre tout ce qu'on connaît du vampire. Ce film, j'aimerais bien l'appeler un peu le vampirisme pour les nuls, justement, parce qu'on, c'est évidemment pour rigoler, on nous montre tout ce qui fait les facettes du vampire, hein, transformation chauve-souris, pas de reflet dans un miroir et peur des signes religieux. Mais qu'en est-il de Dracula en lui-même? Je sais que vous attendez ça avec envie. Eh ben, les années 20, je peux vous dire que ça a été un sacré bordel, parce que le roman de Bram Stoker avait déjà été adapté 2 fois sur grand écran, et malheureusement, aucune trace ne subsiste de ces premières adaptations qui datent de 1920. Il y a un film hongrois et un film russe. Et il n'y a aucune trace de ces films, malheureusement. Même pas l'affiche promotionnelle, c'est vous dire à quel point c'est n'importe quoi. Il faudra donc attendre 1922 pour avoir la première adaptation notable du roman de Bram Stoker, Nosferatu, le vampire, de Friedrich Wilhelm Murnau. Alors, pourquoi le film s'appelle comme ça? C'est aussi un autre élément qui vous montre à quel point les années 20, pour ce qui est d'adapter Dracula au cinéma, c'est le bordel. C'est que le film sort en 1922. Bram Stoker est mort depuis seulement une dizaine d'années, et une œuvre n'est libre de droit que 70 ans après la mort de son auteur. Et ceci à moins que l'auteur ait des héritiers. Et dans le contexte, il y a quelqu'un qui possède les droits de Dracula, c'est la veuve de l'auteur, Florence Stoker, qui refuse toute adaptation de l'œuvre de son défunt époux au cinéma. Aussi, Johann Friedrich Wilhelm Murnau, pardon, va complètement changer les noms des personnages. Dracula va s'appeler le baron Orlok, Jonathan Harker Thomas Uther, et Mina va s'appeler Hélène. Ça n'empêchera pas le film de faire l'objet de moult procès pour plagiat. On retrouve dans ce film la première image du vampire à travers donc une image, un design qui vient tout droit du cinéma expressionniste allemand pour montrer avec beaucoup d'évidence que c'est lui le monstre, c'est lui le méchant, blablabla. Bla bla. Nosferatu est donc, avec ses dents de lapin, son nez crochu, ses grandes oreilles de chauve-souris et ses griffes, une créature qui vient se nourrir du sang des mortels, mais qui est également annonciateur de maladies, puisqu'avec lui et sa petite meute de rats, il amène la peste. Et en effet, dans ce film, il y a une épidémie de peste avec la venue de Orlok en Angleterre, obligeant toute la population à rester enfermée chez elle. C'est un peu d'actualité, ça, malheureusement. On retrouve 2 thèmes, à la fois la maladie et également le désir charnel, caractéristique du mythe du vampire, puisqu'en effet, comme dans le roman de Bram Stoker, Orlok convoite la promise, donc ici de Thomas Uther, Jonathan Harker dans le roman. Cette promise, c'est Hélène, Mina donc, euh, ce qui causera sa perte, puisqu'au moment où il s'approche enfin d'Hélène pour la vampiriser, euh, le soleil se lève et embarque le vampire, et fait disparaître le vampire dans un petit nuage de fumée.
Les années passent, et en 1928, Florence Stoker décide enfin de céder les droits du roman. Universal récupère le bébé et confie à Todd Browning l'adaptation, une adaptation assumée et fière de porter le titre du roman de Bram Stoker, Dracula, qui sort en 1931. C'est une adaptation un peu plus fidèle du roman que Nosferatu, puisque cette fois-ci on retrouve tous les personnages du roman tels qu'ils sont, c'est-à-dire l'âme damnée de Dracula, Renfield, évidemment Dracula, Jonathan Harker, Lucy, Mina et Van Helsing. Le synopsis est un petit peu plus libre malgré tout. En effet, je n'en ai pas parlé dans la contextualisation, mais Dracula a un souffre-douleur qui s'appelle Renfield. Et Renfield, notaire, au début du film, vient signer une transaction avec Dracula qui va en faire son souffre-douleur et l'obliger à aller chercher, pour le compte de son maître, du sang frais. Le rôle du célèbre vampire reviendra à un acteur qui est habitué à l'interpréter sur les planches, j'ai nommé le Hongrois Béla Lugosi dans une interprétation qui lui vaudra d'être étiqueté Dracula jusqu'à la fin de sa vie en 1956. Il sera enterré avec son costume de vampire, c'est vous dire à quel point le rôle lui a collé à la peau. Pour son plus grand malheur, parce que Béla Lugosi n'était malheureusement pas très heureux de savoir qu'il allait être étiqueté Dracula jusqu'à sa mort. Mais qu'en est-il de son interprétation malgré tout? C'est un film des années 30, un des premiers films parlants, et donc ça va être tourné selon des codes très théâtraux, et donc on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre filmée. Et donc l'interprétation de Lugosi, pour nous spectateurs de 2021, va sonner cliché, un peu en mode... Le méchant, le méchant. Vous avez tout compris. Non, mais en vrai, l'interprétation de Lugosi, je trouve, colle beaucoup au personnage, puisque sa gestuelle très théâtrale, son apparence tirée à quatre épingles et son accent traduisent tout l'intérêt du personnage du comte Dracula, qui consiste à berner les gens dans l'air d'un baron un peu loufoque, un peu excentrique. Ça, c'était pour la première décennie du XXe siècle. Suite, dans une autre partie. I am. Listen to them. Children of the night. What music they make.